C'est parti. En Côte d'Ivoire, depuis la grande lessive opérée par le Conseil constitutionnel qui a invalidé 55 candidatures sur 60 en vue de la présidentielle du 25 octobre prochain, on attendait des réactions officielles des deux plus grands partis de l'opposition, le PDCI de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo. C'est fait, en tout cas côté PPACI, dans une déclaration, Laurent Gbagbo affirme avoir consulté plusieurs acteurs politiques, mais écarte l'option de soutenir un des candidats retenus. C'est ce qu'a expliqué sa porte-parole Habiba Touré. En sa qualité d'ancien chef d'État et de candidat déclaré à l'élection présidentielle, il a tenu à échanger avec plusieurs des personnalités dont les dossiers ont été déclarés irrecevables, afin de recueillir leurs analyses, leurs préoccupations et leurs propositions face à cette décision très lourde de conséquences. De ces discussions, deux principales options ont été évoquées. D'une part, l'idée de prendre le régime RHDP à son propre piège, en soutenant collectivement l'un des candidats retenus. À cet égard, le président Laurent Gbagbo tient à rappeler qu'il n'avait jamais soutenu, ni de près, ni de loin, un prétendu plan de précaution. D'autre part, la nécessité de résister par des actions démocratiques pour exiger des élections inclusives et le respect de la Constitution. Le président Laurent Gbagbo a entendu chacune de ces propositions. La première, bien que pertinente en théorie, n'a pas prospéré. Elle ne faisait pas l'unanimité, ni parmi les candidats exclus, ni parmi nos concitoyens. De plus, il faut le dire clairement, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas ceux investis par les grands partis politiques du pays. Dès lors, il n'y avait ni consensus, ni légitimité suffisante pour bâtir une telle stratégie. Bien entendu, cette déclaration ne sera pas sans conséquences, et pour la décrypter, mais également scanner l'actualité relative au scrutin à venir, j'ai à mes côtés Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef RFI et producteur de cette quotidienne, et Franck Totti, journaliste indépendant ivoirien, et à distance, Roland Kouakou, chroniqueur politique et youtubeur. Alors, mes chers invités, vous avez bien entendu lu et relu la dernière déclaration de Laurent Gbagbo, président du PPACI, via Habiba Touré. Vous avez regardé. Il refuse jusqu'au bout la logique du soutien à un éventuel plan B. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que cette posture va de soi? Je commence par Norbert. Alors, surpris, non. Je ne le suis pas depuis la création du Front commun. C'était logique qu'on en arrive à là. Je voudrais souligner quand même que quand tu nous dis, Théo, il a pris cette décision. En fait, c'est ils ont. Laurent Gbagbo a consulté, on l'a vu, les uns après les autres, les principaux candidats qui avaient été recalés par le Conseil constitutionnel, et tous en ont décidé ainsi. Ça ne faisait pas l'unanimité, donc on ne sait pas exactement si... Les principaux, en tout cas, j'ai cherché à savoir qui était pour, il n'y en avait aucun. Aucun n'était pour l'option du plan B. Ça, je tenais à le souligner d'entrée de jeu. Donc c'est Laurent Gbagbo, mais aussi les autres. Il a tenu compte de ses opposants qui ont été écartés. Des autres opposants écartés, de ses camarades d'infortune. De ses CES, oui, de ses camarades d'infortune qui ont été écartés par le Conseil constitutionnel. Il ne voulait pas de plan B. Et est-ce que cette posture va de soi? Est-ce qu'elle est logique? Oui, moi je la trouve très logique, dans la mesure où les deux principaux partis d'opposition avaient créé un front commun, il était logique qu'ils allaient très plus que probablement continuer sur cette lancée. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Franck Totti? On n'est pas du tout surpris quand on suit attentivement l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment celle des deux grands partis de l'opposition, du PPACI et du PDCI. Laurent Gbagbo a évoqué un certain nombre de sujets, de points d'achoppement qui font que cette décision-là est faite. Mais en fait, moi, à mon humble avis, étant dans une situation de combat,
je pense que le PPACI a très vite ou très tôt fait de déclarer qu'il ne soutiendrait aucun des deux candidats. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, Alassane Ouattara le sait pertinemment que ni le PDCI ni le PPACI n'allaient soutenir des candidats de l'opposition. Donc c'est en fonction de ces prédispositions-là que ce résultat du Conseil constitutionnel a certainement été donné. Et donc, en le disant clairement à 1 mois et quelques jours des élections, enfin, ça fait les choux gras du parti au pouvoir. Le PPACI rend service au RHDP qui le sait maintenant, qui a la confirmation que ni Laurent Gbagbo ni Siam et le PDCI ne vont soutenir un candidat de l'opposition. Donc le RHDP est en roue libre. Et je voudrais juste souligner, c'est vrai que c'est un fait de hasard, mais en même temps que le PPACI donnait cette information, au RHDP, on publiait la liste de la direction nationale de campagne. L'un dans l'autre, il n'y a pas vraiment de corrélation, mais l'un dans l'autre, le RHDP est à son aise pour... Mobilisation d'une part, démobilisation de l'autre. Alors, est-ce que c'est une démobilisation? Il faudra aller au fond de la stratégie. Mais par contre, connaissant Laurent Gbagbo, ce n'est pas sûr que ce soit son dernier mot. Alors, Roland, surpris, et quelle peut être l'appréciation de cette prise de parole à ce moment-là? Est-ce qu'il aurait pu attendre un peu pour faire durer le suspense? Est-ce que finalement, tout cela ne fait pas le jeu du pouvoir, comme semble le dire Franck Totti? Roland Kwaku. Alors, je pense que c'est l'inverse qui aurait fait le jeu du pouvoir. Il faut rappeler que depuis le début, on a l'impression qu'en tout cas, le RHDP aurait été content que les partis politiques d'opposition représentatifs, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI, choisissent des candidats de substitution à la place des candidats qui ont été désignés par leurs différentes conventions. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de cette décision, d'autant plus que pour le cas du PPACI, Awa Domelo, et pour le cas du PDCI, Jean-Louis Billon, sur ces deux personnalités-là, j'ai l'impression que dans le camp des militants, il y a un soupçon de favoritisme de la part du pouvoir en place, c'est-à-dire qu'on soupçonne ces deux-là d'être plus ou moins favorisés par le pouvoir en place parce qu'il aurait moins peur de les affronter. Et donc, si le PDCI et le PPACI venaient à soutenir l'un des candidats, non seulement ces partis-là valideraient la stratégie du pouvoir en place qui était depuis le début d'écarter les candidats Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam et de les faire remplacer par des candidats de substitution, mais en plus de cela validerait la crédibilité des élections, c'est-à-dire que le pouvoir en place pourrait dire après que même si ces deux partis n'ont pas pu participer aux élections avec les candidatures qui avaient été désignées initialement, et ben, les élections ont été crédibles à partir du moment où ces deux partis politiques ont soutenu des candidats officiellement. Et donc, je pense que c'est une façon pour Laurent Gbagbo, d'éviter le piège qui est tendu par le parti au pouvoir depuis le début, c'est-à-dire remplacer les candidats désignés initialement, et surtout, deux, dans l'hypothèse d'un boycott, ne surtout pas donner de crédibilité à ces élections. Alors, justement, tu n'es pas en accord avec Franck Totti. Franck Totti considère que si on a accepté que, si le pouvoir a validé Jean-Louis Billon, Awa Domelo et Simone Yves Gbagbo, c'est parce qu'il connaît l'océan de conflits qui séparent les différents bords et qu'il a misé en réalité sur une absence de soutien, sur une absence de solidarité. Et toi, tu penses que le pouvoir a misé sur une solidarité faute de mieux avec ces candidats. Et tu dis que tu n'es pas surpris. Donc, quelque part, est-ce que, finalement, ce n'est pas ça le cœur du truc? Les anticipations du pouvoir, quelles étaient-elles? Franck, tu persistes et tu signes. Le pouvoir voulait la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Oui, absolument. C'était prévisible. Alors, il n'y a aucun observateur politique en Côte d'Ivoire et au-delà qui pourrait dire que c'est une surprise pour lui que de voir que ni le PPACI ni le PDCI vraisemblablement ne va appeler à soutenir un candidat de l'opposition. Ce n'est nullement une surprise pour un observateur averti de la situation politique. Et c'est sur ça, justement, que joue Alassane Ouattara pour maintenir cette espèce de
cette espèce de tohu-bohu au sein de l'opposition ivoirienne est passé entre les mailles du filet. Parce que parce que d'une part, on voit vraisemblablement que le fait d'avoir choisi quelques personnes dans l'opposition pour être candidat, on voit que ça a créé, ça a augmenté la scission apparente qui était au sein de l'opposition. D'une part, il y a le camp dirigé ou mené par Laurent Gbagbo et le PDCI qui appelle à ne pas soutenir un candidat, donc à continuer de réclamer à corps et à cri qu'il n'y aura pas de 4e mandat pour Alassane Ouattara. Et de l'autre part, on a des personnalités de l'opposition qui ont été choisies, qui sont en train de travailler à aller à ces élections. Alassane Ouattara aura réussi son coup de maître. Norbert, dire ça, c'est dire que Alassane Ouattara a choisi, c'est-à-dire que ce n'est pas la justice qui a étudié les dossiers en toute indépendance. Bien entendu, Norbert. On ne va pas être naïf, on n'est pas des perdreaux de l'année. C'était au passage, je voulais souligner l'analyse de mon excellent confrère Franck Totti. Bien, moi j'en dirais pas autant, hein. Je ne sais pas, la justice est censée être indépendante. Parenthèse fermée. Des fois, on se trouve dans la vie dans des situations où, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le plan B, c'est-à-dire le soutien des gens du Front commun, le Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, pour tel ou tel candidat dont la candidature a été validée, c'était valider l'élection présidentielle de 2025. Mais qu'elle soit validée ou pas, c'est-à-dire en 2020, en 2015... légitimé, voilà. C'était légitimé. On n'a pas l'impression qu'Alassane Ouattara a été considéré à l'extérieur des frontières de la Côte d'Ivoire comme un président pas légitime en 2015 et en 2020. La question qui se pose, et c'est la question phare, comme on disait il y a quelques décennies, est-ce qu'il vaut mieux un Ouattara qui passe à 90% ou un Ouattara qui perd ou qui passe à 55 ou 58%? Est-ce qu'il vaut mieux une opposition qui perd après s'être battue voilà. Ou alors un président qui passe en roue libre avec un taux de participation qui sera de toute façon travaillé pour être au-dessus de 50%. Ça, c'est la question. Bon, alors, tu as tout dit, et notamment, tu as dit un Ouattara qui perd. Tu as évoqué ce cas. Oui, c'est-à-dire que peut-être que tu y penses. Et je pense que tu y penses. Moi, je n'y pense pas du tout. Je n'y crois pas. Tel que prévu, si rien ne bouge, non, cette hypothèse-là, je ne l'ai même pas. Mais c'est une prophétie autoréalisatrice d'une certaine manière. C'est-à-dire que, imagine que finalement, il y a une mobilisation inédite, mais tout le monde aura déjà dit de toute façon, il gagnera. Et ce discours alimente en réalité son propre narratif de victoire, puisqu'il n'y a rien en face, je vais gagner. Et même si dans les faits, il y a une mobilisation exceptionnelle de la population et de l'opinion, en fait, il pourra toujours dire « j'ai gagné », et puis, de toute façon, tout le monde savait que je gagnerais. Ah, mais alors, autant dire... Alors, bon, si je te suis, Théo, je te propose le raisonnement récurrent. Est-ce que le boycott ne sert à rien? Regardons dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, lors des élections précédentes, est-ce que ça ne change rien, un boycott? Moi, je peux vous répondre clairement, ça ne change vraisemblablement rien, parce que quand on retourne un peu en arrière, en 90, l'opposition avait appelé à ne pas participer aux élections parce que les conditions n'étaient pas réunies, sauf que Laurent Gbagbo est sorti de cette opposition-là, voilà, justement, pour aller affronter Houphouët-Boigny. L'élection a été validé vraisemblablement. Houphouët-Boigny a continué son règne en 95. Mais c'est ce qui lui a fait son destin. En 95, oui. L'élection de 90, c'est pas président en 2000. Fait. Mais en 95, bis repetita, l'opposition significative, Laurent Gbagbo du FPI et Alassane Ouattara du RDR, et ils appellent un boycott actif où il y a eu plusieurs arrestations, des morts. Ça n'a pas empêché, bien que les conditions étaient calamiteuses, ça n'a pas empêché Henri Konan Bédié d'être réélu et de continuer en tant que président. En 2000, Bédié et Alassane Ouattara sont écartés. Ils appellent leurs militants à ne pas participer à ces élections. L'élection a lieu dans les conditions que nous savons. Gbagbo Laurent arrive au pouvoir. 2010, on a eu une élection, un premier tour
plus ou moins acceptable, bien qu'il ait eu la fraude massive au nord, il y a eu des brigandages et des brimades au nord. Et après, on a connu tout ce qui s'est passé par la suite. Et 2020 également, ça n'a pas empêché, malgré le boycott aussi, avec Bédié, Afi et le comité, le CNT qui avait été mis en place, ça n'a pas empêché Ouattara de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes dans la configuration. Et Ouattara, comme je l'ai dit, Ouattara ayant étudié tous ces cas de figure, il remet en jeu les cartes dans les mêmes conditions et il sait que, et il se dit, et il en est persuadé que ça va être encore un peu d'étapage et puis il va passer en force pour exercer son quatrième mandat. Grâce à la division de l'opposition. Exactement. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on faut continuer à crier ou à dénoncer le quatrième mandat, à ne pas prendre part aux élections, à appeler à un boycott passif ou actif, c'est selon, mais le résultat, il est le même. Le président, qui est élu dans les conditions calamiteuses que nous savons ou que nous connaissons, il continue d'exercer. Alors, justement, je voulais... Est-ce qu'il vaut mieux que le président Ouattara, avec la technologie électorale ou pas, passe à 55% ou qu'il passe à 90% avec boycott pour les échéances à venir et pour l'avenir? C'est ça le drame, parce que une fois que s'il est élu à 90%, rien n'émerge. Voilà. S'il est élu, rien n'émerge. Oui. C'est-à-dire que s'il est élu avec un opposant qui sort comme Ousmane Sonko en 2019, quelque chose se passe dans le pays. Mais ce que les gens oublient, c'est que Alassane Ouattara en 2015 et en 2020, mais au-delà de ça, c'est un peu plus d'1 million d'électeurs. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes sur la liste électorale, 8 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire. Donc, la majorité qui se trouve être dans l'opposition, plus ou moins de ce qu'ils disent. Alors, même si les conditions d'élection sont biaisées, comme on le dit, on le proclame et on le chante, même si les conditions d'élection sont biaisées, mais vous avez 8 millions d'électeurs. Si Alassane Ouattara, qui a été élu successivement en 2015 et en 2020, avec un peu plus d'1 million, et ça c'est avec des chiffres gonflés, un peu plus d'1 million d'électeurs, mais le reste, les 6 millions et quelques, les 7 millions, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent plus ou moins peser sur les décisions, quoique piper d'avance. Franck est nostalgique. C'était jusqu'à hier, on pouvait en parler. Depuis hier, c'est terminé, Franck. Il faut quand même comprendre. Ça, c'est l'hypothèse du plan B. Et c'est vrai qu'on en a parlé. Je reconnais qu'on en a même débattu, et ici même sur ce plateau. C'est fini. C'est fini. Et c'est fini pourquoi? Parce que c'était logique. Et Roland l'a très bien expliqué tout à l'heure. Je ne comprends pas qu'on continue à ressasser cet argument. Le plan B, c'était la validation par des opposants de la future élection du président Ouattara pour un 4e mandat illégal. C'était ça. Alors, justement, ce refus de sponsoring, si on peut dire, aura des conséquences sur les candidats de l'opposition retenus, surtout sur Simone Yves Gbagbo et Awa Don-Melo. Que peuvent-ils faire désormais, Roland? Déjà, Roland, j'aimerais d'abord te passer à la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux qu'Alassane Ouattara gagne avec 90% grâce au boycott, ou bien qu'il gagne avec 52 ou 54 ou 55 sans boycott, avec plus ou moins de technologie électorale, ou qu'il perde, parce que, justement, l'incertitude glorieuse. Mais en tout cas, imaginons que, bon, voilà, il ne peut pas perdre, selon la théorie de Norbert, qui vient en réalité à sa rescousse. Imaginons, est-ce qu'il vaut mieux perdre, que l'opposition perde avec un bon taux ou avec un mauvais taux d'électeurs? Alors, en tout cas, dans l'intérêt du parti au pouvoir, je pense que l'idée de perdre l'idée que le président Ouattara gagne avec un taux à 50%, ça n'arrange pas le récit, parce que n'oublions pas que le récit actuel du RHDP, c'est de dire que le président Ouattara va faire un coup KO de façon large parce qu'il est le plus populaire, parce que tous les Ivoiriens
veulent le voter. Ça, c'est le récit officiel du RHDP. Donc, je pense que même s'il y avait des candidats, même si les candidats actuels restent, c'est-à-dire Simone Eve Gbagbo, Awa Domelo et Jean-Louis Billon, je pense qu'on s'achemine véritablement vers quelque chose de l'ordre de plus de 80%. Mais je pense que Mais ça dépend de la mobilisation électorale. C'est pas tant le score. Exactement. La mobilisation électorale, enfin, les électeurs existent quand même. Il existe des électeurs. Oui, mais il y a beaucoup qui ne vont pas voter parce que Tidjane Thiam est absent, Laurent Gbagbo est absent. Donc, en fait, on a toute cette partie de l'électorat qui ne va pas voter. Et à partir de ce moment-là, si vous prenez une liste électorale qui a environ 7 millions de personnes, si vous avez 4 ou 5 millions qui ne votent pas, en fait, on risque de se retrouver avec le président Ouattara qui gagne avec tout au plus 2 millions de personnes. Donc, en fait, ça ne change rien véritablement. Mais qu'est-ce qui serait préférable? Quelle est la formule préférable? La formule d'un plébiscite. La formule préférable, c'est qu'il gagne avec un taux supérieur en tout cas à plus de 60%. Pour le pays, pour la démocratie. Pour la démocratie. Et pour l'avenir, pour les élections législatives et pour 2030. Ce qui aurait été préféré, c'est que tous les candidats participent. Ça, c'est dans l'idéal. Mais on est d'accord que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas totalement ce qui est souhaité par l'ensemble des Ivoiriens. Dans les conditions actuelles. Dans les conditions actuelles, qu'est-ce qui est préférable? Dans les conditions actuelles, j'ai envie de dire que c'est comme s'il demandait s'il faut choisir entre la peste ou le choléra, en fait. Parce que dans tous les cas, on sait que les candidats qui ont été choisis ne vont pas battre le président Ouattara. Si on est un peu réaliste, on sait qu'ils ne vont pas pouvoir le battre. Donc, ça serait valider une élection qui a été qualifiée d'office d'anticonstitutionnelle par une partie de l'opposition. Donc, en fait, on est dans une situation où il n'y a véritablement pas d'option favorable à l'opposition en réalité. Alors, on va continuer de discuter en disant qu'il ne soutiendra aucun candidat. Est-ce que Gbagbo s'exclut du jeu ou alors il reste la figure centrale de l'opposition malgré son absence du scrutin, Norbert? La figure centrale de l'opposition, c'est le front commun entre le PDCI-RDA et le PPACI. Le front commun est dirigé par deux présidents, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam, droit d'aînesse oblige, a dit le 19 juin dernier que c'était Laurent Gbagbo qui dirigeait l'opposition. Donc c'était déjà le cas. Je voudrais faire une petite parenthèse. Nous sommes en train de parler du scrutin du 25 octobre. Nous avons omis d'évoquer une autre possibilité, c'est que cette élection qui est programmée en effet le 25 octobre n'ait pas lieu le 25 octobre. Et personne ici ne le sait. Moi-même, je ne sais pas. On est bien d'accord. Il reste encore un peu plus d'un mois et on voit bien que les lignes sont en train de bouger. Pourquoi est-ce que je dis ça? Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. Il y a 23 ans pile, la Côte d'Ivoire était attaquée par une rébellion qui coupait le pays en deux morceaux inégaux. Elle prenait l'essentiel du territoire. C'est un pays dans lequel, Franck a rappelé, il y a eu des élections, des boycotts, et c'est vrai, tu as bien fait de le signaler, Théo, tu as tout à fait raison, ces boycotts, non, Franck, ont produit leur effet. Je pense, moi, par exemple, que Laurent Gbagbo n'aurait pas été président en 2000 s'il n'avait pas été candidat en 1990. C'est la participation qui a produit son effet. Bien sûr. En réalité, l'enjeu, c'est justement la possibilité d'émergence d'une figure alternative au RHDP dans ce pays où l'âge du capitaine est ce qu'il est, et l'absence d'un challenger lors de cette élection, ça profite à qui? Ça profite à Tidjane Thiam. Oui. Mais ça ne profite pas à Laurent Gbagbo dans la mesure où, de toute façon, c'est son dernier tour de piste. Ça veut dire qu'à gauche, le boycott ne profite à personne parce que Gbagbo, c'est fini. Il ne sera pas candidat en 2030. Je n'en sais rien. On espère quand même. Je ne sais pas. Moi, je vois qu'au Cameroun, il y a un candidat qui a 92 ans. Mais c'est très grave ce qui se passe au Cameroun. Et alors, c'est la réalité. Déjà en fonction. Mais moi, je n'en sais rien. De 85 ans. Je n'en sais rien. Il n'y a plus de limite d'âge. Je n'en sais rien. Je constate que le candidat du RHDP a 83 ans. Oui, mais il est et qu'en 15 ans, il n'a pas été capable de faire émerger un dauphin.
Mais est-ce que ce n'est pas la maladie fondamentale de ce pays où, mais ça, bon, où on ne veut pas faire émerger de dauphins et on préfère perdre mais pas seulement de ce pays, puisque... Non, au Sénégal, Ousmane Sonko est candidat en 2019, il est le challenger au de Cameroun, Macky Sall, et en 2024, il est et président. au Cameroun, Paul Biya est candidat. Mieux vaut être sénégalais que camerounais, Norbert. Ah, ça, ça En n'est tout pas cas, d'un à point de toi vue que je me politique. permettrai de le dire, mon cher Ah, mais moi, je Théo. me permets de le dire. Alors, Franck, que peuvent faire désormais Simone Yves Gbagbo et Awa Dombello, et Jean-Louis Billon également? Alors, je pense qu'ils doivent, ils n'ont plus le choix, ils doivent s'adresser directement aux électeurs. La grande majorité des Ivoiriens, y compris les militants du RHDP, ont envie d'une alternance. Ils ont envie d'avoir... Ah oui, ça, je vous le dis, je vous l'affirme. Ils ont envie d'une alternance, d'une alternative, de voir une autre figure à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, Simone Gbagbo, Awa Dombello, Billon doivent s'adresser aux électeurs directement, ceux qui ont envie d'une alternance, ceux qui ont envie de changement. Il faut qu'ils s'adressent directement aux électeurs. Ça peut peser dans la balance. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que moi, j'aurais été tout à fait d'accord avec Laurent Gbagbo si sa consultation allait au-delà des recalés. Et s'il avait pris la peine de consulter aussi ceux qui sont justement retenus. Puisque l'argument qu'on défend, c'est que les conditions ne sont pas réunies et Ouattara n'a pas le droit de faire un quatrième mandat, ce qui est vrai. Alors, sauf qu'il fallait pousser la réflexion au-delà des recalés. Et c'était peut-être un peu inutile, n'est-ce pas? Parce que si on demandait à Simone Gbagbo ou à Awa Dombello s'ils étaient pour le plan B, à mon avis, la réponse était dans la question. Donc, mais n'oublions pas. Gbagbo a choisi de poser les questions à ceux qui étaient d'accord avec lui. Oui, n'oublions pas. Parce que non, les recalés n'étaient pas forcément d'accord avec lui. J'ai simplement souligné qu'il leur a posé la question. C'est autre chose que de dire moi, Laurent Gbagbo tout seul, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de plan B. Non, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Non, moi je ne parle pas de la question. C'est pas une déclaration d'un collectif de partis, c'est une déclaration. Parle pas de la question. Mais on vient d'entendre Habiba Touré commencer par le souligner. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'unanimité. Elle n'a pas dit que tout le monde était d'accord. Les principaux n'étaient pas d'accord. Le PPAC dit qu'il ne soutiendrait pas un autre candidat. Mais quand Laurent Gbagbo faisait ses consultations, il a été évoqué la possibilité de soutenir une autre candidature. Et personne... Et donc, ce que le PPACI défend ici, ce n'est pas véritablement de participer ou non, mais c'est les conditions d'élection et surtout le quatrième mandat anticonstitutionnel. Donc, pour moi, il aurait été judicieux d'élargir ces consultations au-delà des recalés pour faire un front commun, comme l'a fait Bédier en 2020. Bédier, bien que... Le front commun était déjà un rétrécissement de l'opposition, puisque la condition du PPACI pour entrer dans un front commun avec Tidjane Thiam, c'était l'absence de la CAPSI. Le front commun aurait pu intégrer toute l'opposition, mais Laurent Gbagbo ne voulait pas cohabiter avec toute forme d'opposition en dehors du PDCI. Ah si, ce sont les faits. Pardon. Lorsque le Front commun est créé, le 19 juin dernier, il inclut la CAPSI. Il inclut la CAPSI. Si. Alors ça, écoutez. Et d'ailleurs, Simone Gbagbo met 48 heures en tant que porte-parole de la CAPSI pour publier un communiqué. Bon, pendant 48 heures, elle a eu le temps de le travailler avec ses amis. Le Front commun, il n'était pas pour dire qu'il restait dans le... Ils ont été surpris par la création. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris. Effectivement, les négociations entre le PDCI et le PPACI ont été exclusives, secrètes. Oui. Pendant l'année 2025, elles ont été précédées de la création de la CAPCI en 2024. Et lorsque ça a été annoncé, la question s'est posée, on s'en souvient très bien, pendant 48 heures, on s'est demandé si la CAPCI allait sortir. Les observateurs sont demandés, mais le PPACI et le PDCI n'ont pas demandé aux autres d'être dans le front. La CAPCI est restée dans l'opposition et n'a pas dans l'opposition, mais pas dans le Front commun. Le Front commun, c'était deux partis. Oui, bien sûr. Roland Kouakou a le droit à la parole également, et il faut la lui donner massivement parce qu'il est à distance. Roland, que peuvent désormais faire Simone Yves Gbagbo, Awa Dombello et Jean-Louis Billon? Si tu étais leur conseiller politique, que leur conseillerais-tu?
ce qu'on peut dire, c'est que ces personnalités-là, en réalité, s'inscrivent dans l'après Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Je pense que Jean-Louis Billon, Awa Domelo et Simone Yves Gbagbo ne pensent pas qu'ils vont gagner les élections, mais anticipent déjà les élections présidentielles à venir. Et donc, tout va dépendre en réalité du score qu'ils vont faire aux élections présidentielles. C'est-à-dire que si l'un d'entre eux parvient à faire ne serait-ce que 10%, eh ben, il pourrait véritablement se positionner après, peut-être comme leader de l'opposition pour au compte de l'opposition. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, si moi je devrais leur donner un conseil, c'est d'essayer d'expliquer l'intérêt pour les populations qui seraient tentées par une forme d'abstention d'aller voter. Parce que je pense que c'est ce qui va jouer véritablement dans ces élections, c'est l'abstention. Ce sont les potentiels votants de Tidjane Thiam, les potentiels votants de Laurent Gbagbo qui ne participeront pas aux élections. Donc je pense qu'il faut aller chercher ces personnes-là, leur expliquer l'intérêt d'aller voter. Parce que, admettons, si le président Alassane Ouattara peut-être gagne avec même ne serait que 60%, ça peut créer véritablement un changement dans l'opinion pour montrer qu'en réalité, il y avait des gens qui voulaient voter et qu'on n'est pas passé loin. Et si l'opposition gagne à Abidjan, Roland, si l'opposition gagne à Abidjan, dans le sud du pays, dans un certain nombre de bastions, bah, c'est de bons présages pour les législatives quand même. Forcément. Oui, bah, de toute façon, moi, c'est ce que j'avais déjà dit sur ce plateau, c'est de dire que l'opposition doit préparer les élections législatives. Et donc, si ces candidats-là font un bon score, les candidats de l'opposition font un bon score, notamment à Abidjan et dans certaines grandes villes, effectivement, ça peut rebattre les cartes pour les élections et surtout repositionner ces personnes-là comme étant les leaders de l'opposition. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a deux batailles. La bataille d'Alassane Ouattara contre son opposition et une bataille interne à l'opposition. Roland. Oui, bien sûr. Pas véritablement une bataille interne à l'opposition, mais une bataille interne au parti politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Louis Billon, s'il fait un bon score, il pourra justifier auprès des militants du PDCI que finalement, il avait raison d'y aller. Et pareil, Awa Domelo, s'il fait un bon score, il pourra expliquer qu'en réalité, il est l'alternative à Laurent Gbagbo dans la branche du PPACI. Et pareil pour Mme Simone Yves Gbagbo. Donc, en tout cas, ce qui se joue là, c'est avoir un bon taux de participation, 2, avoir un score élevé pour ces candidats et surtout pouvoir se positionner pour l'après-élection présidentielle. Ok, Laurent Gbagbo évoque des actions démocratiques et pacifiques face à un pouvoir qu'il accuse de dérive monarchique. On écoute sa porte-parole, Habiba Touré. La seconde option, celle d'actions démocratiques et pacifiques, s'est imposée comme la voie à suivre. Car notre véritable adversaire, ce n'est pas tel ou tel candidat. C'est le régime RHDP, avec à sa tête M. Alassane Ouattara, qui semble vouloir transformer la Côte d'Ivoire en un royaume personnel, où la Constitution n'est plus une boussole, mais un obstacle à contourner. Le président Laurent Gbagbo affirme que la véritable responsabilité des démocrates n'est pas de chercher une échappatoire, mais de tenir debout face à l'épreuve. Ce n'est pas une question de posture, mais l'essence même du combat. Le président Laurent Gbagbo souhaite rappeler au président Alassane Ouattara que leur dernière confrontation électorale a été douloureuse pour la Côte d'Ivoire, précisément parce que la Constitution n'avait pas été respectée. Les cicatrices de cette période ne se sont pas encore refermées. Et nous savons tous quel prix le pays a payé à ce manquement au droit. Aujourd'hui encore, il est de leur responsabilité historique de transmettre à ce pays une Côte d'Ivoire en paix, réconciliée et respectueuse de ses propres règles. Le président Laurent Gbagbo tient à préciser que sa volonté n'est pas de contester nos institutions, bien au contraire. Il s'agit de leur rappeler que leur force et leur légitimité ne viennent pas d'elles-mêmes, mais du peuple. Alors, dans cette déclaration lue par Habiba Touré, Laurent Gbagbo souffle le chaud et le froid, on va dire. Que peut-on attendre concrètement
quand il parle de ne pas violer la loi, de rester dans le cadre des institutions, on imagine que ce n'est pas un boycott actif, parce que le boycott actif, forcément, remet en cause les institutions. Il est de nature révolutionnaire. Boycott passif, mobilisation dans la rue, en sachant que le pouvoir a déjà dit qu'il n'encadrerait aucune manifestation de l'opposition. Est-ce que finalement, les oppositions exclues parlent de paix juste pour ne pas se faire réprimer à l'avance, Norbert? Oui, bien sûr, bien sûr. Et personne n'y croit? C'est l'incertitude, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, en disant, bon, la date programmée, c'est le 25 octobre, maintenant, il faut y arriver au 25 octobre. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et les signes se multiplient. Par exemple, en ce moment, une mission des Nations Unies est revenue en Côte d'Ivoire. Tiens, je viens de dire revenue, c'est-à-dire qu'elle était déjà venue une première fois. Question, pourquoi revient-elle? Pourquoi les Nations Unies reviennent-elles en Côte d'Ivoire pour évoquer toutes ces questions? À ton avis, pourquoi? Elle essaye d'obtenir un report du scrutin? Je n'ai pas dit ça. Je dis que s'ils reviennent, c'est que la première fois, ça ne suffisait pas. Et les Nations Unies vont en mission dans certains pays avant des élections. En général, on y va une fois. Quand on y va deux fois, c'est qu'il y a une raison. Là, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a renvoyé une mission, qui a vu le président Ouattara et qui va voir les leaders de l'opposition et qui va rendre son rapport. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Je ne sais pas. C'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui... Oui, d'accord, c'est une évidence, sauf que c'est un signe qui vient de l'extérieur. Alors, les signes qui viennent de l'extérieur, ils se multiplient. Et je dis ainsi, on a vu le voyage de Tidiane Thiam aux États-Unis, l'annulation du déplacement d'Alassane Ouattara devant les Nations Unies, et puis à Paris aussi. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps, Norbert. Mais bien sûr, mais je ne voudrais pas qu'on évoque ou qu'on continue à tirer des plans sur des comètes alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis à Paris aussi. Paris, ou alors il faut me dire que Paris n'a aucun rôle à jouer en Côte d'Ivoire. À Paris aussi, les choses changent, et de jour en jour. Et moi, ce que je sais en date de pas plus tard que ce matin, c'est que cette fois-ci, les choses sont très claires. La position française va être signifiée clairement à Alassane Ouattara, que cette fois-ci, c'est le coup de trop. Voilà. Ça date du 19 septembre, et on n'est pas encore au 25 octobre. Donc ne négligeons pas ça. Mais revenons à notre discussion, tirons des plans sur la comète, mais n'oublions pas quand même d'évoquer ça. En tout cas, les plans sur la comète, les plans électoraux qui dépendent des acteurs locaux sont plus à la portée de ces acteurs locaux que l'incertitude et les calculs d'une communauté internationale qui a mis la Côte d'Ivoire dans une situation de recul démocratique en 2011. Franck, est-ce que l'enjeu est le même pour Tidiane Thiam? Et avant de te poser cette question, je voudrais qu'on continue de parler de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire il souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce qu'il dit là? Jusqu'où il est prêt à partir? Alors, je pense que Laurent Gbagbo a suffisamment étudié ce qui s'est passé en 2020, bien qu'étant absent du pays. Et ce qu'il veut dire, c'est que Ouattara a réussi à faire un troisième mandat, là où la Constitution l'en empêchait. Et il continue de le dire et de le proclamer haut et fort que Ouattara ne fera pas un quatrième mandat. À l'heure actuelle, nous sommes à 6 semaines de l'élection présidentielle. La porte-parole de Laurent Gbagbo l'a rappelé, c'était la première sortie au nom du président Laurent Gbagbo. Il y aura certainement d'autres sorties, mais visiblement le PPACI se prépare. Enfin, quand je dis le PPACI, c'est pas que le PPACI. Une partie de l'opposition se prépare. Se prépare à quoi? Se prépare à contester le quatrième mandat de Ouattara. Le contester comment? Mais pas une mobilisation populaire. Ils ont commencé par des motions ils ont commencé par des motions de contestation ou de récrimination à l'endroit du Conseil constitutionnel auprès des préfets, sous-préfets, ce qui a été interrompu
par l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur a rappelé au corps préfectoral de ne pas recevoir toutes ces motions au nom d'un parti de l'opposition parce que la décision était faite. Mais connaissant Laurent Gbagbo, progressivement, je pense que les choses vont monter en puissance, mais sauf que la grande incertitude, c'est que nous réserve l'opposition dans les semaines à venir. Ce qui est sûr, l'opposition ne fera pas de boycott actif, ça c'est sûr. On l'a déjà fait en 1995, en 2000, d'une manière ou d'une autre, mais cette fois-ci, je crois que l'opposition s'organise à faire quelque chose de différent. Mais là où vous et moi et aussi le pouvoir en place, on se pose tous la question, que nous prépare donc le PPACI et ses alliés de l'opposition pour entraver le quatrième mandat? Pas grand-chose. Je donne un exemple. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut rassurer les militants. Le travail de communication du PDCI et du PPACI, c'est de dire on tient le bon bout, on vous rassure, on sait ce qu'on fait. Et par exemple, il y a eu toute cette scénographie des parrainages, alors qu'ils savaient très bien, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, qu'ils ne seraient pas candidat. Donc c'était quelque chose, et il y avait une sorte de discours messianique qui disait un jour, un coup, le nom de Gbagbo va tomber dans la liste des gens qui ont été sélectionnés. Donc une débauche d'énergie a été mise en place pour quelque chose dont on savait très bien que ça n'avait absolument aucune chance de prospérer. Alors aujourd'hui, peut-être que l'enjeu, c'est de tenir les militants pour qu'ils n'aillent pas justement du côté de ceux qui veulent participer, en se disant qu'il y a une issue de la non-participation. Peut-être, vu sur ce temps, oui, ça peut être une manière d'entretenir les foules et la flamme de l'espérance, mais il y a aussi une équation à une ou plusieurs inconnus. À 6 semaines de l'élection, il n'y a ni sérénité, ni certitude, que ce soit au niveau du pouvoir, que de l'opposition, et même au sein de la population. On sent une sorte de crispation au plan national. Et donc, on observe et on espère que cette mission qu'a rappelé Norbert des Nations Unies va véritablement accoucher de quelque chose. On est obligé d'avancer rapidement parce que le temps qui nous reste imparti pour ce sujet file vite. Roland, je pense qu'on va un peu avancer et tu pourras reculer sur des points que tu n'as pas abordés parce que, disons que ce qui serait intéressant, c'est de voir quel est l'enjeu pour Tidjane Thiam. On va regarder un petit magnéto de Soumaïla Bredoumi, son porte-parole, qui évoque cette question de l'attitude à avoir par rapport au candidat de l'opposition retenu. On écoute. Même si le président même décidait, la base va l'abandonner. Les informations que toute la base est mobilisée pour le président Thiam, il n'y a pas autre choix. Et nous allons aller jusqu'au bout. Et je demande aux militants de faire confiance au président Thiam et qu'ils seront réellement surpris de ce que nous allons participer aux élections de 2025. Et nous allons les remporter. Alors, justement, la question, toute cette rhétorique, Roland, c'est vraiment la rhétorique qui vise à contrôler le cerveau des militants pour qu'ils aillent dans la direction qu'on leur dit. Ça veut dire que ce n'est pas si évident que cela de maintenir les sympathisants, parce que les militants sont une minorité, les sympathisants de l'opposition, du PPACI et du PDCI dans la logique de leur leader. Parce qu'ils demandent qu'on leur fasse confiance, ils affirment qu'ils seront candidats, alors qu'en réalité, c'est compliqué de l'affirmer aujourd'hui. Quel jeu peut jouer Tidjane Thiam? Est-ce que ce sera le même jeu que Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il a moins de marge de manœuvre? Alors, en réalité, Théo, ce qui se dessine, de mon point de vue, c'est une stratégie commune, mais à deux têtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je dirais que le PDCI, le PPACI ont une stratégie qui consiste, à prendre Laurent Gbagbo pour maintenir la pression au niveau local, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, et de deux, à prendre Tidjane Thiam pour maintenir la pression au niveau international. Donc, en réalité, les deux parties travaillent sur une même stratégie qui consiste à faire la pression au niveau local à travers Laurent Gbagbo et la pression au niveau international. Et ce qu'on peut dire, c'est que
je ne sais pas si ça porte des fruits, mais en tout cas, on voit des répercussions. Tout à l'heure, l'un des invités a parlé des dépôts de motions dans les préfectures. On a vu que le ministère de l'Intérieur a Franck réagi Tochi, par rapport à ça. Ça veut dire que c'est suivi. Et quand la porte-parole de Laurent Gbagbo dit qu'ils vont mener des actions démocratiques, on imagine que dans les jours à venir, il va y avoir d'autres actions de ce type. Et pour ce qui concerne les militants, en réalité, depuis le début, il y a cette volonté-là des deux partis politiques de ne pas donner une impression de faiblesse, surtout vis-à-vis de toutes les tentatives qui ont été mises en œuvre pour barrer la route à Tidjane Thiam. Parce que on peut penser ce qu'on veut, mais Thiam a quand même suscité une forme d'engouement au sein du PDCI. Et je pense que la volonté du parti, c'est de démontrer à ces militants-là que le nouveau capitaine qu'ils ont choisi tient et qu'il ne va pas abandonner de sitôt. Mais j'insiste là-dessus pour dire que le PDCI, le PPACI commencent à dévoiler un peu leur stratégie qui est à deux têtes, Laurent Gbagbo pour le local et Tidjane Thiam pour l'international. Donc en réalité, c'est le même jeu et on verra si cela porte des fruits dans les jours à venir. Bon, c'est le dernier tour de table, Norbert, puis Franck, et on boucle. Norbert. Franck a décrit tout à l'heure tous les ingrédients de ce que moi j'appellerais une crise pré-électorale. La Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale terrible. Mais là, ça commence déjà. Et effectivement, les militants sont mobilisés. Les Ivoiriens, comme d'habitude, observent, s'inquiètent, s'interrogent. On essaie de leur faire peur. Les réseaux sociaux... D'un côté, et de l'autre côté, on essaie de leur donner espoir. Et de l'autre, on essaie de leur donner espoir. Les réseaux sociaux sont dans la danse, on le voit bien. L'enjeu principal, de mon point de vue, c'est la jeunesse, parce que c'est la majorité de la population, pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est pareil partout, mais en Afrique. En Afrique. Mais là, c'est cet enjeu-là, et cet enjeu-là, je pense qu'il est clairement gagné par l'opposition. Je pense que les gens du RHDP ont compris qu'ils avaient perdu la bataille de la jeunesse. Et puis, il y a des moyens de communication qui permettent de faire passer appelons ça comme on veut, si on ne veut pas utiliser le mot, la formule de mot d'ordre, de faire passer des messages et déboucher sur quelque chose qu'on ne connaît pas dans un pays où, pour la première fois, Laurent Gbagbo est revenu, il est présent, il est actif, c'est ce qu'il a fait hier, et il est revenu innocenté par la Cour pénale internationale, c'est devenu une icône, et sa parole porte la preuve. Nous sommes en train de parler de ce qu'il a dit hier. Franck Tochi. Oui, je pense que la balle est plutôt dans le camp du pouvoir. Enfin, depuis que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'a jamais voulu avoir des élections ouvertes, transparentes et inclusives. Ça, on le sait. Donc, sa peur, c'est 2010 plutôt que 2020. Oui, 2010, exactement, parce qu'il a peur qu'il y ait le remake de 2010 où un candidat est soutenu par un autre pour pouvoir l'enlever. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin que la situation politique soit décrispée parce que des générations entières ont vécu des crises successives. On peut leur éviter une énième crise en 2025, surtout qu'on a les moyens, en tant que chef d'État, d'éviter qu'on ait un basculement dans une autre crise. Dans l'inconnu. En tout cas, espérons que la sagesse gagne tous les acteurs et l'acteur principal qui peut amener la paix, c'est le pouvoir. Merci Norbert, merci Franck, merci Roland.